Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'antre de l'archiviste bordelique. Je tenais d'abord à vous remercier à toutes et à tous qui m'avaient écrit des petits commentaires sur la vidéo que j'ai fait sur le stick Chapman. Vous avez été quelques-uns à me dire que ça vous intéressait. Mais écoutez, je continue la rubrique Kezako avec d'autres instruments dont on sait qu'ils existent, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Voilà, donc aujourd'hui, ce sera sur le mélotron, un instrument emblématique de rock progressive s'il en est. Bonne vidéo à vous, générique. L'histoire du mélotron commence avec Harry Chamberlain, un musicien américain qui, dans les années 1940, a eu l'idée de créer un instrument capable de reproduire différents sons en utilisant des bandes magnétiques. Son invention, le Chamberlain, utilisait des bandes pour chaque touche du clavier permettant de reproduire différents sons tels que des voix ou des instruments acoustiques avec ses boucles de motifs rythmiques. C'est l'ancêtre en fait des boîtes à rythme et du sampler. Reprenant ce principe de lecture de bande, il développera plusieurs modèles équipés alors d'un clavier permettant de jouer divers instruments de musique, flûte, violon, vibraphone. À partir des modèles 300-350, les bandes 3/8 à 3 pistes seront utilisées. Ce format de bande propriétaire a permis à Harry Chamberlain d'être le vendeur exclusif des bandes utilisées dans ses machines. Le modèle 600 Music Master, commercialisé à partir de 1962, est particulièrement intéressant dans l'histoire du mélotron. C'est en effet le premier modèle à disposer de 2 claviers de 35 notes. Le clavier de droite est utilisé pour les sons d'instruments et le clavier de gauche pour les accompagnements, bossa nova, cha-cha-cha. C'est l'incarnation de ce qui va devenir, quelques années plus tard, le premier mélotron. L'idée du Chamberlain va traverser l'Atlantique, quand un représentant des ventes de Chamberlain, Bill Franzen, a rencontré les frères Bradley en Angleterre dans les années 60. Avec des ambitions de vente plus importantes et certainement plus fructueuses. Bill Franzen part pour l'Angleterre en 1962 avec 2 Chamberlain 600 Music Master, à l'insu d'Harry Chamberlain. Franzen et les frères Bradley décidèrent de créer un instrument similaire mais différent qui est devenu le mélotron. La première version du mélotron était le MK1. Commercialisé à la fin de l'année 1963. Le nom mélotron, proposé par Bill Franzen, est la contraction des mots mélodie et électronique. Reprenant le concept du Chamberlain 600 Music Master, plusieurs améliorations sont apportées afin de produire en série un instrument plus fiable. En effet, le Mark I dispose de 2 claviers de 35 notes côte à côte. Le clavier de gauche pour les accompagnements harmoniques et rythmiques parmi les genres musicaux différents, le clavier de droite pour les instruments solos. Ce modèle est un instrument de salon destiné à une clientèle fortunée, permettant de se créer un petit orchestre personnel à domicile. La conception du Mark I est repensée pour aboutir l'année suivante au Mark II. Intervient alors Mike Pander. Il travaille à Bradmatics Ltd pendant 18 mois au contrôle qualité. Peu après, il fait l'acquisition d'un Mark II qui deviendra la pierre angulaire du groupe qu'il vient tout juste de fonder, The Moody Blues. Love and Beauty paraît en 1967 et devient le premier tube du groupe avec le mélotron. Il apporte quelques améliorations techniques à son instrument. Il remplace également les sons d'accompagnement du clavier, celui de gauche, par des sons d'instruments à l'instar du clavier de droite, lui permettant ainsi de disposer d'un total de 36 instruments. Le mélotron est alors le premier instrument totalement polyphonique qui permet de reproduire assez fidèlement les cordes, les cuivres, la flûte, le vibraphone. All of a sudden, I've got my own orchestra.
Les autres claviers disponibles à cette époque sont des orgues électriques, Hammond, Vox, Farfisa, et des pianos acoustiques et électriques, Rhodes, Wurlitzer, et les tout premiers synthétiseurs monophoniques, Moog et ARP. Avec un seul clavier de 52 notes et la suppression de la partie amplification, le M300 est une version réduite du Mark II, mais reste encore un instrument imposant et difficile à transporter. Il bénéficie de nouveaux enregistrements de meilleure qualité pour ses bandes, mais une mauvaise conception du défilement des bandes provoque de nombreux problèmes qui ternissent quelque peu l'image de ce modèle. Seuls 52 exemplaires seront produits. Le M400 est le premier mélotron en 1970 dont le transport est relativement aisé. Son mécanisme, grandement simplifié par rapport au modèle précédent, permet l'utilisation de racks interchangeables de bandes, chaque bande disposant de 3 pistes. Un rack est une banque de 3 sons. Il est possible de commander des racks supplémentaires avec d'autres sons. De nombreux nouveaux enregistrements seront réalisés pour le M400, dont les célèbres chœurs, en anglais Choir. Le M400 est le plus grand succès commercial de Strictly Electronics. À partir de la fin des années 60, le mélotron est de plus en plus utilisé, notamment avec l'avènement d'un nouveau courant musical, le rock progressif. Le mélotron est très présent chez les plus célèbres représentants de ce style. Ses possibilités polyphoniques et la couleur mélancolique, envoûtante, voire dramatique de ses sonorités se prêtent particulièrement bien à ce style musical. Fort de ce succès, le mélotron est distribué aux États-Unis à partir de 1972. Le Mark V est l'équivalent de 2 M400 dans une même cabine avec la jonction d'une réverbération à ressort. À la suite de différents litiges et de transferts de droits en 1976, les instruments fabriqués par Strictly Electronics ne pourront plus s'appeler mélotron, mais seront désormais fabriqués sous le nom de Novatron. Le 4-track est le premier mélotron américain reprenant le concept du M400. Le 4-track permet de lire 4 pistes sur des bandes au format 1/4 de pouce et dispose pour chaque piste d'une égalisation, d'un volume et d'un panoramique. Ce modèle sera desservi par une mauvaise qualité d'enregistrement des bandes et seuls 5 exemplaires seront fabriqués. Au début des années 80, les premiers échantillonneurs arrivent sur le marché. Le Fairlight CME, l'émulator 1, le Mirage Ensoniq. Bien qu'étant une réelle innovation technique, ces machines souffrent encore d'une mauvaise fidélité sonore, avec une capacité d'enregistrement que de quelques secondes. Mais avec les rapides avancées technologiques, des machines plus performantes et de moins en moins onéreuses, Akai, Roland, rendent totalement obsolète le mélotron. Strictly Electronics cesse définitivement son activité en 1986, et c'est aussi la date de décès de Henry Chamberlain. Leslie Bradley, lui, le concepteur du mélotron, meurt le 15 janvier 1997. Avec l'arrivée des synthétiseurs polyphoniques et des échantillonneurs dans les années 80, le mélotron a connu un déclin en popularité. Cependant, grâce à son caractère unique et à son son nostalgique, il a connu une résurgence dans les années 90 et 2000, avec des artistes modernes qui ont cherché à recréer des sons classiques des décennies précédentes. Aujourd'hui, bien que les mélotrons originaux soient rares et prisés, de nombreux musiciens utilisent des émulateurs numériques ou des échantillons de mélotrons pour recréer un son unique. Ces reproductions numériques ont permis de conserver la sonorité emblématique du mélotron tout en facilitant son intégration dans la musique moderne. Quand arrive le mélotron sur le marché de la musique, il séduit de plus en plus de groupes, les Rolling Stones, The Kings, Pink Floyd, King Crimson. 1965. Graham Bond d'organisation, premier groupe à enregistrer un single, Liz on Love, et un album avec un mélotron. Un des tout premiers tubes contenant du mélotron est certainement ce morceau de Manfred Mann en 1966.
Les Beatles. Les Beatles découvrent le mélotron la première fois lors d'une visite des studios IBC à Londres le 9 août 1965. Totalement enthousiasmé, John Lennon commande un Mark II qui lui sera livré le 16 août 1965. Strawberry Fields Forever, une des chansons les plus célèbres utilisant le mélotron, avec ses flûtes caractéristiques. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Il y eut aussi The Continuing Story of Bungalow Bill. Cette chanson de l'album The White Album comporte des flûtes qui sont faites au mélotron. Night in White Satin, cette chanson emblématique du rock et du rock progressif, met en avant le mélotron pour créer une atmosphère envoûtante. The Court of the Kingston Cream, un morceau fondateur du groupe progressif avec un mélotron omniprésent. Watcher of the Sky. Le mélotron joue un rôle clé dans cette chanson et est un élément majeur du son de Genesis à l'époque de Peter Gabriel. Roundabout. Le mélotron est un élément essentiel du son de Yes et cette chanson en est un exemple notable. The Rain Song. Bien que Led Zeppelin ne soit pas principalement associé au mélotron, cette chanson présente des parties de mélotron magnifiquement arrangées. Space Oddity. Cette chanson emblématique de Bowie comporte des sons de mélotron, voire que c'est les parties principales qui contribuent à son ambiance spatiale. Fedra, le groupe de musique électronique Tangerine Dream a utilisé le mélotron pour ajouter des textures sonores à leur composition. Bien que les Stones ne l'aient pas utilisé fréquemment, cette chanson comporte des sons de mélotron. Electric Light Orchestra, plus connu sous le nom de Hello, utilise le mélotron pour enrichir leur palette sonore. Parmi les propriétaires de la première version du mélotron, on retrouve John Lennon, Graham Nash, Richard Wright, John Lord. Au début du XXIe siècle, le mélotron a connu une résurgence d'intérêt grâce à plusieurs facteurs. Nostalgie, recherche d'un son vintage, de nombreux musiciens et producteurs cherchent à recréer le son vintage dans leur enregistrement. Le mélotron, avec son timbre caractéristique, est un moyen de capturer cette nostalgie. Si les mélotrons originaux sont rares et peuvent être coûteux et délicats en termes de maintenance, les avancées technologiques ont permis de reproduire fidèlement leur son. Les nouveaux artistes du rock progressif, entre autres, et aussi d'autres musiques, ont incorporé le son du mélotron dans leur musique. Par exemple, Radiohead, Oasis, et même des artistes comme Lana Del Rey et Tame Impala ont utilisé le mélotron ou ses émulations dans leur composition. Il existe des entreprises comme Street Electronics qui a été impliquée dans la fabrication originale des mélotrons qui continuent de produire des mélotrons ou des instruments similaires. Ces nouveaux modèles combinent l'esthétique et la sonorité du mélotron avec la fiabilité et les avantages de la technologie moderne. Avec l'avènement d'Internet et des plateformes comme YouTube, il est plus facile que jamais de se renseigner sur les instruments historiques comme le mélotron.
Des documentaires, des vidéos d'analyse et des tutoriels sont disponibles pour ceux qui s'intéressent à cet instrument emblématique. En somme, le mélotron a une place spéciale dans le cœur de nombreux musiciens et d'auditeurs. Bien qu'il ne soit plus du tout à l'avant-garde de la technologie musicale comme il était dans les années 60 et 70, son influence perdure et il reste une source d'inspiration pour de nombreux artistes modernes. Opeth, le groupe de métal progressif, a utilisé le mélotron dans plusieurs de leurs morceaux, particulièrement dans leurs albums plus récents qui adoptent une approche plus prog rock. Steven Wilson, connu pour son travail avec Porcupine Tree et les projets solos, Steven Wilson est un autre artiste contemporain qui a souvent utilisé le mélotron. Il existe de nombreux autres artistes qui l'ont utilisé. En France aussi, on a beaucoup utilisé le mélotron. J'ai une liste là de groupes français qui l'ont utilisé et je vais un peu vous en parler. Alors, il y a évidemment Ange. On ne peut pas passer à côté de ce groupe qui a utilisé dès leurs premiers albums le mélotron pour lui donner ce son qui les caractérise vraiment beaucoup et c'est grâce à ça, je pense que Ange, on les connaît grâce au mélotron aussi. Ensuite, il y a eu Atoll, Atoll qui a fait plusieurs albums différents et là, je vous ramène à la petite chronique que Bruno a faite sur ma chaîne qui parle de Atoll justement et il nous explique tout ça, un peu les différences de niveau entre les disques, mais eux ont quand même beaucoup aussi utilisé le mélotron sur les albums des années 70. Ensuite, on a Pulsar, un groupe français aussi qui a été connu, un peu moins que les autres, mais quand même connu et qui utilisait ô combien majestueusement le mélotron. Magma, évidemment, qui ne connaît pas Magma a utilisé des sons bizarres, étranges, mais aussi beaucoup de mélotron. On a aussi donc Dépendre, là que je ne connaissais pas du tout, moi. Mona Lisa est un groupe qu'on connaît aussi parce qu'ils avaient un petit parenté avec Ange quand même, voilà. Minimum Vital, un groupe qui est paru aux alentours des années 98-2000 et qui utilisait des sons du mélotron. Un groupe qui a déjà fait un album, celui-ci, un groupe qui s'appelle Odium, et qui a fait un album là en 2016, et ils viennent de sortir cette année un album qui est le premier d'une trilogie qui s'appelle Godzilla, que je vous conseille, allez-y les yeux fermés, c'est du prog comme on l'aime, des morceaux de 40 minutes, et ils utilisent beaucoup aussi de sons de mélotron, c'est aussi un peu leur ADN, les groupes des années 70, et croyez-moi, ce qu'ils font maintenant, c'est du lourd, du très lourd, n'hésitez pas, écoutez-les. Et voici maintenant quelques autres instruments notables qui peuvent être considérés comme des déclinaisons ou des réponses au mélotron. L'optigan, un jeu de mots sur optical et organe, est l'un des nombreux instruments qui peuvent être considérés comme une déclinaison, bien qu'il fonctionne sur une technologie très différente. L'optigan a été développé et fabriqué par la division d'optoélectronique de Mattel, une entreprise surtout connue pour ses jouets dans les années 70 et maintenant pour ses films. Contrairement au mélotron qui utilise des bandes magnétiques pour produire du son, l'optigan utilise des disques optiques. Chaque disque contient des pistes audio encodées optiquement. Lorsque le disque est éclairé, les motifs optiques sont lus par une cellule photoélectrique qui les convertit en signaux, produisant ainsi du son. L'optigan était commercialisé comme un orgue domestique et était destiné à un public amateur plutôt qu'à des musiciens professionnels. Il est doté de touches et de boutons qui activent différents accompagnements préenregistrés et effets sonores, ce qui permet à l'utilisateur de jouer avec un orchestre entier. Le birotron. Birotron inventé par Dave Biro en collaboration avec Rick Wakeman, le célèbre claviériste de Yes. Le birotron utilise des cartouches de bande magnétique en boucle pour produire du son. Bien que Rick Wakeman l'ait soutenu et investi dans l'instrument, le birotron n'a jamais vraiment décollé en raison de l'avènement rapide des synthétiseurs polyphoniques. L'orchestron. Créé par la même entreprise à l'origine que l'optigan, donc Mattel, l'orchestron utilise une technologie similaire basée sur des disques optiques. Conçu pour le marché professionnel, l'orchestron avait une qualité sonore améliorée par rapport à l'optigan et était utilisé par quelques musiciens notables dont Kraftwerk. Bien que technologiquement différent du mélotron, le RMI Harmonic Synthesizer a tenté de reproduire des sons acoustiques réels en utilisant la synthèse additive. Son objectif était similaire à celui du mélotron, offrir aux musiciens la possibilité de reproduire une variété de sons instrumentaux. Synclavé et Fairlight CMI, ces instruments, en particulier dans leur version ultérieure, étaient des échantillonneurs numériques permettant aux musiciens de capturer et de reproduire n'importe quel son.
ils ont représenté une évolution technologique majeure par rapport au Mellotron et à ses déclinaisons. Et le M4000 Digital Mellotron, une version moderne du Mellotron, le M4000D reproduit le son classique du Mellotron original, mais en utilisant une technologie numérique. Il offre aux musiciens la nostalgie et le timbre du Mellotron, sans les tracas des bandes magnétiques. Chacune de ces déclinaisons a apporté sa propre touche à l'idée de reproduire des sons préenregistrés, que ce soit par des bandes magnétiques, des disques optiques ou des échantillons numériques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre ce que vous aimeriez peut-être qui se passe sur cette chaîne. Mettez vos retours, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'antre de l'archiviste bordélique. À ciao!